Ok, bah, avec les élus qui sont présents dans la salle, le quorum est atteint. Merci. Merci, bonjour à tous. Bonjour bien sûr à ceux qui sont dans la salle, mais aussi à tous nos collègues qui sont en visio. C'est le dernier conseil. Bonjour. Voilà. On ouvre le dernier conseil de comité, je ne sais plus comment ça s'appelle, comité syndical de la mandature. Voilà, ce n'est pas le dernier du pôle métropolitain, mais c'est le dernier de la mandature. Et d'ailleurs, dans l'ordre du jour, vous le voyez, on a un point rapide, mais un point important sur réalisation et perspective, qui est la suite du travail que l'on a fait en séminaire avec des membres du bureau lors de 2 réunions peu suivies, mais riches par les propos qui ont été tenus et par ceux qui l'ont suivi, et je les en remercie. Vous avez vu que ce comité syndical va se tenir, comme c'est le cas maintenant, en 2 parties, puisque nous avons une partie générale qui va permettre justement de parler des réalisations et des perspectives et d'aborder les questions économiques et le culturel. Et puis, il y a le collège AOM du Genevois français, donc, où les élus de l'AOM, c'est-à-dire la CCG et Annemasse Aglo, seront présents. On ne met pas les autres élus dehors, mais les autres élus ne participent pas au vote dans ce collège AOM. Voilà les éléments que je voulais vous donner au départ. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance. Merci, Vincent. Je vous propose aussi d'approuver les comptes rendus du comité syndical du 21 novembre et du 18 décembre. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces comptes rendus? On peut considérer qu'ils sont approuvés à l'unanimité. Merci, merci beaucoup. Et puis, on a ensuite les comptes rendus des décisions du président et du bureau que vous avez, sur lesquels je ne reviens pas. Si vous avez des questions, Frédéric sera à disposition pour vous répondre. On a tout de suite une décision modificative au budget annexe AOM relative aux écritures comptables. C'est une question de chiffres, de rectification. Frédéric. Oui, Monsieur le Président. Et alors, effectivement, le budget vient d'être adopté dans notre précédente séance, mais il s'agit en fait de vous proposer d'ores et déjà une décision modificative sur le budget annexe AOM au regard d'informations complémentaires qui sont arrivées depuis et qui ont pu être transmises entre le vote formel du budget et puis aujourd'hui, et qui concernent en fait des écritures d'ordre. Donc, ces propositions de décision modificative n'entraînent aucune modification des équilibres en recettes et en dépenses d'investissement. On est vraiment sur des écritures d'ordre pour permettre des avances et une inscription au patrimoine, en fait, sur des comptes de patrimoine de certaines dépenses qui sont liées au tramway et à certaines dépenses d'investissement du budget de transport urbain. Donc, on est quand même sur des modifications en somme qui sont importantes, mais qui n'ont pas, encore une fois, d'impact sur l'équilibre global du budget, donc de l'ordre de 13 238 946 euros en dépenses et en recettes, avec également des inscriptions d'opérations en dépenses hors opérations, donc dépenses 1 million et recettes 1 million, et puis sur les actifs, 7 400 000 euros en dépenses et 7 400 000 euros en recettes. Donc, on est vraiment dans une problématique d'écriture comptable, et vous voyez qu'il y a une parfaite similarité entre les dépenses et les recettes, et ces dépenses concernent essentiellement, donc quasi exclusivement, la section Annemasse Aglo du budget d'investissement du budget annexe AOM du Genevois français. Et comme c'est un budget, c'est l'ensemble du Conseil qui a le pouvoir de décision. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces décisions modificatives? Pas de remarques. Je le mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci, merci beaucoup. On peut donc tout de suite passer à un temps, j'allais dire, de réflexion, mais qui, encore une fois, est le résultat d'un travail qui a été mené lors de 2
séminaires. Le premier séminaire a eu lieu le 16 janvier. On s'est posé la question, que disait la feuille de route du pôle? Est-ce que nous avons réalisé cette feuille de route? Et quel bilan peut-on en tirer? Puis le deuxième séminaire, le 6 février, c'était quel rôle du pôle aujourd'hui et quel rôle du pôle demain? Quelle piste d'évolution éventuellement pourrions-nous nous poser? Vous avez eu ces documents en avance, donc on a souhaité avec Vincent les diffuser d'abord pour que vous puissiez éventuellement, et je suis sûr que vous l'avez tous fait, les consulter pour préparer cette réunion. Donc, dans leur préparation, je vais aller vite, dans leur préparation, dans leur présentation, je vais essayer d'être de synthétiser, et puis Vincent, à mes côtés, complétera, notamment sur les parties qui le concernent plus particulièrement. D'abord, le bilan de mandat, si on regarde la réponse à la première question, au premier séminaire, c'est qu'on reprend la commande de 2020, agir ensemble pour maîtriser notre avenir commun. On voulait une nouvelle étape pour la déclinaison des politiques publiques, et cette nouvelle étape, elle était marquée par cette volonté affirmée dès 2020 qu'il fallait passer de la réflexion du travail en commun à l'opérationnel dans certains domaines. Et bien sûr, la deuxième thématique de la commande, c'était de continuer à coopérer à l'échelle transfrontalière pour négocier des solutions avec nos partenaires suisses, mais aussi avec l'ensemble de nos partenaires, départements, régions, etc. Et je pense que les derniers éléments montrent qu'il y a des hauts et des bas dans la coopération, mais qu'on s'est fait entendre. On s'est fait entendre, on pourrait y revenir, on s'est fait entendre dans la vision territoriale transfrontalière, on s'est fait entendre quand on a su dire qu'on n'était pas content sur les problématiques de scolarisation des enfants des habitants suisses de notre région. On s'est fait entendre d'une manière très, très ferme aussi dans des domaines comme la santé, et nous avons progressé, il faut le dire. Hein. Ne voyons pas le verre à moitié vide. Nous avons beaucoup progressé dans l'écoute. Je le disais dans une interview que vous avez peut-être vue et qui était dans la tribune, où disait, je crois que Genève a enfin pris conscience de son intérêt global d'être avec nous. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on sera toujours en accord, hein, mais la vision est forte. Et le dernier élément qui le symbolise, c'est quand même le texte de loi déposé à hauteur de 39 millions de francs suisses, déposé par le conseiller d'État Pierre Maudet, et qui a, je le précise quand même parce que c'est une bonne nouvelle, qui a obtenu au Grand Conseil une unanimité, moins les 11 voix du MCG. Ah, c'est quand même dire que, y compris pour la votation qui devrait avoir lieu en septembre ou octobre, il y a une vraie mobilisation. C'est là où je pense qu'il y a une progression, hein, parce que même l'UDC a voté favorablement sur ce texte qui montre que pour l'UDC, le Grand Genève existe aussi, contrairement à ce que disait un de ses candidats il y a très peu de temps. On a ensuite le vivre ensemble transfrontalier, enfin l'identité que l'on veut porter aussi grâce à la culture. Là, le pôle métropolitain est très moteur dans ce domaine-là, avec la ville de Genève et le canton de Genève et la CG. Et je crois qu'on progresse aussi. Et puis, bien sûr, la transition écologique, fil rouge de notre action. On pourrait y revenir, mais c'est bien sûr ce qu'on a tenu à faire tout au long de ce mandat. Donc, on a dit, on a fait ce qu'on a dit qu'on ferait pour l'essentiel, y compris en portant de nouveaux projets hein, sur la santé. J'ai fait allusion. Le travail, d'abord, il y a une chose importante, c'est qu'on a un nouvel institut de formation des personnels de santé sur le territoire du pôle métropolitain qui vient d'ouvrir tout neuf hein, dans la Glodannemasse, en Billy. Je sors du conseil d'administration du CHAL à l'instant, et c'est un élément important. Les problématiques du CERN, voilà, on travaille sur le CERN. On pourrait ajouter dans les problématiques nouvelles qui sont arrivées, c'est le CERM, c'est celui concernant la mobilité, notamment la mobilité ferroviaire, et puis aussi les questions de maîtrise des ressources naturelles, notamment le travail que l'on fait sur l'eau. Pour l'instant, le pôle n'a pas
puisque personne ne nous l'a confié, hein, n'a pas de compétences particulières, mais on sent que coopération, un lieu de coordination, tout en laissant à chaque acteur le pouvoir de décision le concernant, peut être un élément intéressant. Donc, globalement, on peut dire qu'on a bien avancé. Et si on le voit, la diapo suivante, on a les réalisations. Alors, je ne vais pas tous les repasser là, mais peut-être rapidement un mot, Vincent, sur la partie aménagement. Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Sur la partie aménagement, on a évidemment avancé sur la question de la mise en place du SCOT avec la prise de compétences et le premier débat sur le PASS. Le travail sur tout ce qui est transfrontalier, avec notamment la vision territoriale transfrontalière, le dépôt du PA5 et des démarches en lien avec l'habitat et notamment le livre blanc qui est sorti il y a maintenant quelques jours sur l'habitat. Donc vous le voyez, on a essayé de tenir les objectifs que nous étions fixés au démarrage de ce mandat. Et puis, sur la transition écologique, puisque Sébastien, je l'ai vu, il est dans la salle. Sébastien, si tu veux dire un mot. Ah, mais si tu es là, je ne vais pas te laisser au repos. Il y a un micro derrière, Sébastien. Alors, bonjour à tous. Si, c'est mes lunettes. Alors, sur la transition, bah, écoutez, tout est affiché, mais moi, c'est une façon de s'en sortir, ça. Non, je retiendrai quand même du début. On a un petit peu tous ferraillé pour se comprendre sur un document quand même qui a été fédérateur et sur lequel beaucoup de nos politiques sont venus s'appuyer. Et je pense en ça sur le Grand Genève en transition avec les déclinaisons que vous connaissez bien. Je pense que le pôle aussi a été un appui assez fort sur la transition énergétique. On parlait encore du fonds chaleur sur lequel il reste quelques sous, mais je pense que ça a été une démarche assez forte et en appui auprès de nos collectivités. Et puis après, de la sensibilisation aussi au travers de la Nuit Belle, voilà, que vous connaissez bien, qui va devoir être réinventée sûrement. Mais voilà, en tout cas pour les grands points de la transition écologique. Christian, la fresque du climat. Alors, c'est pas marqué là. Ah ben, on va continuer. Fresque du climat. Ça c'est un point, je pense aussi. Ah, mais il y a plein de slides en fait. D'accord, bien. Bien... Vous les avez pas, donc... Oui, on les avait pas. Ça, je vous confirme alors. Sauf ceux qui ont participé au séminaire. Alors, sur si, alors on va embrayer aussi sur la fresque du climat qui est à notre goût, enfin en tout cas mon goût venu peut-être un peu tard, mais vous avez vu qu'on a quand même aussi passablement remis en route le pôle sur un accompagnement des futurs élus. Parce que ça, je pense que ce sera quelque chose d'important, que ce soit en termes de compréhension des enjeux, mais même en termes d'appui de formation auprès de nos collectivités. Donc, pour les copains d'après, comme je le dis souvent en ce moment, ben, écoutez, regardez bien l'appui que vous allez pouvoir avoir au niveau du pôle, parce que ce sera des choses sur lesquelles vous pourrez compter. Voilà. Merci. Un mot sur la mobilité, peut-être Julien, si tu veux. Là, c'est bien sûr l'événement important, c'est l'arrivée de la OM, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, effectivement. Donc, l'arrivée de l'AOM au 1er juillet 2025, donc ça fera bientôt une année cet été, avec les deux EPCI, Annemasse Agglo et la CCG, mais d'autres mesures d'accompagnement, comme les packs employeurs, la ligne express d'Annemasse Agglo vers la communauté de communes du Genevois, donc ce qui était la ligne 4, qui a été étendue. Et donc, maintenant, il y a un vrai lien entre les deux EPCI. On a continué sur le covoiturage, donc avec les déploiements des bornes éléments, entre autres, les accords avec Blablacar, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs dans certaines délibérations. L'autopartage avec les cities, bien sûr, donc on a vraiment continué de développer sur l'ensemble des 8 EPCI durant les 6 années. Des accords financiers transfrontaliers, tu l'évoquais justement, avec aussi la votation de septembre ou d'octobre, mais des accords sur des clés de répartition modifiées, ce qui fait que le canton va payer davantage sur les lignes transfrontalières.
Donc, les EPCI concernés pourront réinvestir et continuer de développer l'offre sur le territoire. Et puis, la feuille de route des petites douanes, qui a été un sujet qui nous a bien occupés durant ces 6 années. Très bien. Un mot sur le développement éco. En l'absence de nos responsables, je vais laisser la parole à Vincent. Oui, alors pendant ce mandat, il y a eu le déploiement de différents lieux totems French Tech, également du développement de la formation avec l'ESR grand format, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu la validation d'une stratégie relative au développement économique et d'un plan d'action qui a été validé par le conseil syndical. Dans le domaine de l'économie circulaire, nous avons obtenu le label ADEME Territoire engagé Transition écologique économie circulaire. Il y a eu 3 éditions du Forum de l'économie circulaire, dont le dernier a permis d'accueillir 1200 décideurs, de l'expérimentation puis l'essaimage du dispositif d'écologie industrielle et territoriale entré dans la boucle, avec maintenant une quarantaine de zones d'activité qui sont concernées sur l'ensemble du territoire et qui représentent environ 100 entreprises, une contribution au programme France-Suisse Pacte Matière du Grand Genève et des ateliers à l'attention des collectivités, notamment pour les commandes publiques responsables. Au sein de la promotion économique, des tables rondes organisées dans le cadre du Grand Genève, qui a réuni à peu près 1100 entreprises, des salons des métiers de la solidarité internationale, 2, qui ont réuni 4000 participants, un forum transfrontalier de l'économie sociale et solidaire à Genève, qui s'est tenu à l'automne dernier. En termes d'innovation, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est la consolidation de l'animation économique liée au dispositif French Tech Alps, le soutien à l'incubateur IDCube et les 3e éditions des rencontres de la création d'entreprises. Et puis en termes de formation, qui est aussi l'autre volet du développement économique, donc la co-organisation du forum grand format et l'élaboration d'un site web et un partenariat avec l'USMB et leur club d'entreprise pour l'insertion professionnelle étudiante et leur fondation pour la création de chaires transfrontalières, notamment sur les transitions énergétiques, la mobilité et l'aménagement durable. Et à noter également le lancement et le pilotage de 2 projets Interreg, DigiPro puis Planète. Et enfin, le soutien au fonctionnement de la Cité des métiers avec 3 centres associés à l'échelle du pôle métropolitain. Merci. Oui, sur la Cité des métiers, on peut signaler l'ouverture d'un site sur Thonon, sur Thonon, qui vient d'être ouvert. Et il y a d'autres pistes de développement. Sur la culture, Gabriel Doublet n'est pas encore arrivé, à moins qu'il soit en ligne. Non, il n'y est pas. Simplement dire que le pôle porte une volonté de renforcer l'identité culturelle du Grand Genève avec les rencontres culturelles qui ont eu lieu, qui sont un moment toujours important. Et qu'on a lancé avec la ville de Genève, avec le canton de Genève, avec l'ACG et avec la DRAC, et c'est pas rien en France, on a lancé un travail qui est en cours sur le projet culturel de territoire, de manière à bien identifier ce que l'on peut faire ensemble et comment la culture peut donner une unité, une spécificité à notre territoire transfrontalier. Voilà, ça c'est, je crois, l'essentiel. Il y a des expositions, notamment de photos, on le sait, et puis l'agenda culturel qui fonctionne. Voilà, on peut dire que, sans se vanter, on peut dire que les objectifs que l'on avait en 2020 ont été pour l'essentiel tenus. Et puis, dans la discussion, alors je ne vais pas les reprendre, mais il y a quelques verbatims que vous avez, je ne vais pas tous les relire, mais moi, j'en retiendrai, voilà, le pôle a tenu le choc des transformations. Ça, c'est déjà une formule importante. Il faut travailler le devenir d'une organisation à la carte. Ce n'est pas simple. On est passé d'une organisation où il y avait un socle total commun. Là, maintenant, il y a un socle commun et puis il y a des éléments à la carte. Donc, comment on améliore le fonctionnement? Et puis, le dernier élément que je retiens, c'est le pôle doit se renforcer face à nos partenaires et concurrences pour peser dans les négociations. C'est-à-dire que ce n'est pas, je l'ai résumé comme ça dans un élément, ce n'est pas moins de pôles métropolitains, c'est plus de pôles métropolitains pour pouvoir jouer, tenir pleinement notre rôle dans le transfrontalier. Ensuite, on a des documents. Alors là, c'est notre cabinet qui nous suit là-dessus avec Vincent
Voilà. Le cabinet Mensia qui nous a fourni ces documents-là, qui sont extrêmement intéressants. Extrêmement intéressants. Alors ça, il faudrait des grandes journées pour tous les étudier, mais regardez le premier. Le premier, aujourd'hui, en 2000, enfin aujourd'hui, c'est le chiffre 2023. Hein. En 2023, le pôle métropolitain, la partie française, enfin nous, pôle métropolitain, on est passé à 452 000 habitants. On est donc le plus gros ensemble métropolitain d'Aura, d'Auvergne-Rhône-Alpes, après Lyon. On a passé, vous le voyez, Saint-Étienne métropole, Grenoble, Alpes métropole. C'est pas rien, hein. C'est quand même une notion extrêmement importante. Hein. Si on ajoute évidemment la partie genevoise, vous voyez que la partie genevoise, canton de Genève, c'est 524 300 habitants. Et vous voyez qu'on arrive quasiment au million avec la partie française et la partie suisse. C'est une donnée qui montre que les enjeux de la métropolisation, ils sont bien chez nous et qu'on ne peut pas se fermer les yeux. Il faudrait qu'on travaille là. Les autres cartes que je vais passer rapidement parce que c'est les nouveaux habitants. Là, il y a une comparaison. Ah oui, ça, c'est la carte qui vous montre l'ensemble du développement sur la France. Hein. Évidemment, on est plutôt bien placé. La deuxième carte, c'est nouveaux habitants sur le territoire entre 2016-2019 et 2020-2023. C'est les emplacements où se trouve le... Voilà. Un petit souci technique, ça n'arrive pas. Il n'y est pas. En fait, ça montre quand même que les nouveaux habitants, côté français, ils sont quand même dans les zones déjà urbanisées. On le voit très nettement, hein, que ce soit dans le pays de Gex, que ce soit sur Annemasse, là on va y venir, sur Annemasse, sur ces éléments sont là. J'aimerais bien surtout qu'on ait la diapo suivante parce qu'elle me semble très importante en images. La diapo suivante montre l'évolution des frontaliers. Et ça, c'est une vraie donnée qui mérite d'être étudiée. On a 3 schémas qui vont arriver, 2010, 2015, 2021, et on pourra ajouter que la situation 2023 est statistiquement connue, va dans le même sens. En 2010, au sein du pôle, il y avait 68 980 sur le territoire du pôle, frontaliers. En 2015, 82 800. Et en 2021, 99 300, ce que l'on peut ajouter en 23, à peu près une quinzaine de milliers supplémentaires qui se trouvent aussi sur ce document. Et ce qui apparaît très nettement, c'est là que j'aimerais bien la carte, c'est apparaît très nettement, c'est où sont-ils installés, ces frontaliers. Et ça met en avant 2 choses. Le premier, c'est que certes, il y a des frontaliers qui viennent de plus en plus loin, qui s'installent de plus en plus loin par rapport à la frontière, mais que la majorité s'installe quand même à proximité de la frontière. Et c'est là où on peut faire la différence que, au nom du pôle, je porte depuis un moment, c'est-à-dire le fait frontalier d'une part. Le fait frontalier, il s'étale, il va jusqu'à Chambéry, il va jusqu'à Oyonnax, et il y a des frontaliers. Et ça, c'est une donnée qui est importante pour tout le monde. Mais le bassin de vie, là où il y a la majorité de frontaliers, le bassin de vie, il est bien situé sur le territoire du pôle métropolitain. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus important de renforcer le pôle métropolitain, parce que cette notion de bassin de vie, vous le savez bien, c'est la grande différence, c'est que nous, on est obligé de parler de frontaliers et de frontières et de Suisse, de canton de Genève, etc., au jour le jour, en permanence. Nos collègues d'Annecy ou de Chambéry,
ils savent qu'il y a un fait frontalier chez eux, mais ils n'ont pas le même impact au quotidien. Et on voit bien dans cette diapo, qui arrivera peut-être un jour, on voit bien dans cette diapo que la zone qui est en... Alors, je vous décris, hein, parce que moi, j'ai la carte sous les yeux, qui est en bleu foncé. Elle est en bleu foncé autour du pôle. C'est bizarre parce que sur le document... Vous devez l'avoir d'ailleurs dans vos documents, dans vos dossiers de séance. Hein. Vous devez l'avoir. Voilà, ça c'était ces cartes-là. Et si Frédéric arrive à les retrouver, ce sera bien. Donc, je pense que par rapport à toutes ces questions-là, il y a un élément important d'ailleurs qui a été mis en avant, c'est la réponse collective aux défis. Il y a des enjeux, il faut le dire, qui nous dépassent, parce qu'on n'a pas toutes les compétences, hein, c'est évident. Donc, dans les enjeux qui nous dépassent, eh bien, il y a l'attractivité, le développement économique de Genève. On a beau dire ralentissez, c'est eux qui décident. Hein, c'est une donnée. Et puis, on a aussi le fait que, comme on n'a pas tous les liens à l'interdépendance entre la France et la Suisse, il y a aussi les problématiques géopolitiques internationales. Et avec Genève, on ne peut pas mettre une croix dessus. Hein. Ça a des impacts, c'est évident. Et puis, bien sûr, il y a nos partenaires qui ont des compétences et avec lesquels on se doit de travailler, et eux se doivent de travailler avec nous. C'est, au-delà de Genève, les deux départements, la région, l'État et les différents opérateurs qui sont sur ce territoire. Donc, la réponse à tous les défis qui sont posés en matière de bassin de vie transfrontalier, notamment le défi sur l'équilibre emploi-logement, sur l'équilibre maîtrise des ressources naturelles, sur jusqu'où peut-on se développer, les défis qui sont traités dans le cadre du SCOT, notamment, eh bien, ces défis-là, il faut qu'on les partage, qu'on les porte avec nos partenaires avec qui on doit travailler et qui ne doivent pas nous ignorer. Je crois que c'est le cas d'ailleurs. Et on est dans cette situation. Voilà, il y a quelques éléments complémentaires sur lesquels je ne reviendrai pas parce que si je n'ai pas les diapos, je ne peux pas. C'est trop compliqué. Alors, attendez, je pense qu'en ligne. Simplement, on a le questionnement qui s'est posé, et je laisse le soin aussi aux collègues qui ont participé au séminaire de s'exprimer. En ligne, je l'ai. Ah, voilà. Excusez-moi, est-ce que, en fait, là, j'ai partagé en ligne, mais je n'arrive pas à partager sur l'écran. Est-ce que quelqu'un peut. À partir de. Je vais changer de PC alors peut-être. Ouais. On va y arriver. Hein. Et ben voilà. De côté. Voilà, vous avez les éléments, hein, vous voyez ce que je voulais vous dire avec les différentes couleurs de bleu. Les couleurs de bleu montrent l'implantation, le développement des frontaliers. Et vous voyez que le bleu foncé, qui correspond au fait où dans la population active, il y a plus de 50% de travailleurs frontaliers. Hein, c'est comme ça les cartes sont construites. On le voit bien, c'est la couronne autour de Genève, tout particulièrement, et entre le pays de Gex, la CCG, Annemasse-Agglo et une partie du Chablais, je veux dire le Bas-Chablais, comme on l'appelait,
qui est marqué de manière forte. Et ailleurs, on a une partie un peu plus, où on est entre 25 et 50%. Et après, le fait frontalier, c'est-à-dire quand il y a entre 10 et 25%, ça ne veut pas dire que c'est négligeable, hein. Évidemment, c'est un élément important, mais il est, il est dans la troisième couronne, si j'ose dire, quand on regarde les cartes de Genève. Et quand on regarde le périmètre du pôle que vous voyez en noir, hein, sur la carte, là, c'est le trait noir, c'est le périmètre du pôle, on voit qu'il y a dans le cadre, et ça sera une question, hein, moi je ne vais pas la résoudre aujourd'hui et prendre des décisions aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, mais ça sera une question, quel est le vrai périmètre du pôle, le périmètre le plus efficace du pôle? Est-ce que, voilà, on se rend compte que quand je regarde la Faucigny-Glières est en bleu clair, alors que vous avez Cruzeil, qui est Pays de Cruzeil, qui est en bleu moyen. Et ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser demain sur le périmètre du pôle. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des gens dehors ou en prendre d'autres. Ça veut dire que les questions seront posées. Quel est le périmètre le plus efficace pour travailler dans le cadre du pôle métropolitain? Ensuite, simplement pour vous donner une idée des autres documents qui sont donnés, c'est la répartition peut-être sur une diapo où on voit, voilà, une de ces diapos-là, où on voit les enjeux qui nous dépassent. Hein, voilà, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, les partenaires avec qui on doit négocier, et puis le fait que, ben, vous voyez, on a une carte, on voit ce qui est en commun et ce qui est à la carte aujourd'hui, le socle multidimensionnel que l'on a, c'est les traits qui sont sur les 8 EPCI. Hein, vous voyez la longueur de ces traits. On voit donc on garde évidemment la communication, la gouvernance, la culture, on en a parlé il y a un instant, le développement éco, la transition écologique, une partie des travaux communs liés au SCOT, puisqu'on a de l'inter-SCOT, c'est la barre, et puis une partie de la mobilité, c'est le service opérationnel que l'on a sur ce qu'on a appelé les autres mobilités, covoiturage, etc. Donc, on voit bien ces éléments-là concernant le... Et puis, c'est chiffré par rapport au budget consacré. Mais ce graphique montre bien la deuxième question qui se pose pour l'avenir du pôle, c'est comment on gère de la manière la plus efficace et la plus démocratique possible le fait qu'il y ait des socles communs et puis qu'il y ait des partis qui soient à la carte, qui rassemblent quelques EPCI et pas la totalité. Voilà, c'est des éléments qui sont là. Moi, sur le rappel, je vais rester là. Et bien évidemment, j'ouvre la discussion, notamment à tout le monde, mais y compris aux collègues qui étaient au séminaire. Si tu veux ajouter quelque chose. Non, je crois que Christian, tu as bien synthétisé ce qui avait été dit au séminaire avec les deux enjeux importants pour les années qui vont venir. C'est la question, du périmètre et de pouvoir un périmètre cohérent qui, j'allais dire, tire un peu dans le même sens pour renforcer les compétences du pôle métropolitain, les compétences actuelles, et regarder comment le pôle peut en prendre de nouvelles dans les années qui viennent. Et puis, le deuxième élément, c'est l'élément lié aux compétences actuelles du pôle métropolitain et au renforcement, notamment du sujet lié à la mobilité, qui aujourd'hui a été une compétence transférée à l'image, j'allais dire, avec 2 EPCI, et regarder comment d'autres territoires peuvent rentrer dans la mobilité. C'est un exemple. Il n'y a pas que cet exemple-là, il y a aussi d'autres sujets sur lesquels les coopérations et les coordinations doivent être renforcées. Mais c'était ces 2 éléments principaux qui sont ressortis du débat que nous avons eu en 2 étapes. Voilà. Je vous laisse bien sûr réagir. Hein. Oui, j'en prie, François. Bonjour, j'ai une petite question par rapport au frontalier avec la carte bleu marine et bleu ciel. Est-ce que ça concerne uniquement les frontaliers du canton de Genève ou on intègre Vaud-Valais? Sur Thonon, par exemple,
les frontaliers qui vont au canton de Vaud sont pris en compte. Ils sont dans ces Et d'ailleurs, statistiques. c'est ce D'accord, qui merci. permet que Thonon est en bleu foncé. Regarde bien. Oui, parce que nous, même moi, dans ma commune, on a bientôt 40% de Valais, Vaud dans les frontaliers, quoi. Non, mais c'est bien pris en compte. Merci. Oui, pareil. Pareil. Ouais. Ouais, oui. Ouais. C'est pour ça que c'est très, très bleu. C'est très bleu. Ouais. Julien? Non, c'est... Qui est-ce qui souhaite intervenir? Oui. Ça tendrait à démontrer que en fait, le pôle n'habite pas son espace de vie, en tout cas sur les porosités avec le marché du travail. Et la conséquence majeure, les mobilités. Donc le fuseau sud sur Annecy, on le voit se dessiner, et effectivement la vallée verte aussi. Par capillarité, la zone d'influence réelle s'étend, s'étale. S'étend, la zone d'influence réelle s'étend, mais pas de la même manière. Non. Pas de la même manière, oui. Mais est-ce qu'il faut un rattrapage entre la structure de gouvernance et puis la réalité territoriale des mouvements sur les dominantes clés de mobilité, d'habitat et ainsi de suite? Pour ne rien vous cacher, hein, le pôle métropolitain, il est reconnu. Vous savez qu'il y a une campagne électorale aujourd'hui. Eh bien, le président du pôle, en tant que président du pôle, a été interrogé par des candidats, pas un, des candidats d'Annecy, par exemple, pour qu'ils puissent réfléchir à leur positionnement. Ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est pas moi qui vais leur dire ce qu'ils vont dire, évidemment, mais c'est intéressant de voir cette remarque, c'est de dire, nous, où on se met. On ne peut pas aller dans le pôle métropolitain parce qu'on est un pôle métropolitain tout seul, on va dire, ils sont 120 000, 130 000 habitants. En plus, il y a la proximité d'Aix-les-Bains, Chambéry, voilà. Mais comment on crée des liens, c'est une vraie question, comment on crée des liens plus importants avec Genève, nos partenaires suisses, puisque le problème, les problèmes, ils les ont, mais pas de la même hauteur. Pas d'autres interventions? On peut considérer qu'on est plutôt d'accord sur les questions. Les réponses, on verra. C'est ceux qui sont arrivés qui verront. Mais sur les questions, et on peut le dire parce que c'est quand même le dernier comité syndical. Et moi, je voudrais à ce moment-là remercier tous les collègues qui ont travaillé, qui ont permis à ce que les engagements du pôle puissent être tenus. C'est bien quand on peut dire on avait une feuille de route et on est arrivé au bout de la feuille de route pour l'essentiel en tenant nos objectifs. Et si on l'a fait, c'est parce que chacun y a mis du sien et y a participé. Et je ne parle même pas, mais si j'en parle parce qu'ils sont essentiels, à nos équipes qui sont là, nos équipes techniques sous la responsabilité de Frédéric Bessa, qui ont travaillé avec elle depuis un petit moment, sont assez remarquables. Je veux dire, même sont remarquables, j'enlève le AC. Voilà. Et ça fait du bien de travailler avec des gens aussi compétents, mais aussi qui sont autant engagés par eux-mêmes, par leur profession, dans le travail et la vision transfrontalière. Donc, c'est l'occasion de vous remercier les uns et les autres, toute l'équipe du pôle métropolitain qui s'est bien agrandi avec l'AOM notamment, mais l'ensemble est très performant. Et aujourd'hui, avec combien on est? 40 44. Ouais. 44, voilà. 44 personnels du pôle, c'est une force de réflexion et de travail qui est assez exceptionnelle. Donc, un coup de chapeau. Et puis, bien sûr, tous les élus, encore une fois, qui nous ont accompagnés, Vincent et moi, parce que, je dois le dire, mais on a travaillé quasiment main dans la main. Voilà. On essaye de voir le papier, la feuille de papier cigarette entre les deux, mais en dehors de, quand on parle d'autre chose que de la politique locale, là, ça existe. Mais quand on parle du transfrontalier et du rôle du pôle, je crois qu'on a su mener à bien une collaboration des plus efficaces. Voilà, je vous propose, si on enchaîne, alors de passer tout de suite à l'économie et notamment à l'approbation de la convention de partenariat et de financement pour la French Tech. Aurélie Charillon est connectée. Ah, Aurélie est parmi nous. Oui, je suis là. Désolée, j'ai pas pu vous rejoindre. Et pour le dernier comité syndical, je suis vraiment désolée, mais bon, il y a eu une contrainte mairie ce matin. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter Mais donc
Oui, bien sûr. Où on en est de la French Tech pour l'année Alors, 2026. merci Frédéric. Donc, on vous rappelle dans ce slide donc, les partenariats historiques, enfin historiques qu'on a, en tout cas qu'on avait définis dans les grands axes pour financer la French Tech. Donc, vous en avez 4. Donc, fédérer et dynamiser l'écosystème innovant du Genevois français. Co-construire un programme à destination des startups. On vous rappelle les 6 lieux totems avec lesquels on travaille. Enfin, la French Tech a énormément accéléré sa collaboration ces derniers temps. Pays de GIEX Entreprises, Station A Arche Park, Pulse, Innoval, Delta Creek du Chablais et Faucigny Mont-Blanc Développement. Et puis l'idée, c'est pas seulement être actif ultra localement, mais vraiment d'être dans une dynamique régionale et puis même transfrontalière. Je pense avec le réseau French Tech, notamment du canton de Genève, qui a été lancé et j'espère qu'il donnera, qui produira de bons fruits, entre guillemets. Et donc, dans le cadre pensé de l'agglomération transfrontalière du Grand Genève. Alors, ce qu'on leur a demandé, c'est de travailler avec le fil conducteur, puisque ça, c'est un peu, du coup, notre patte, qui est la transition écologique. On leur a demandé de nous faire un bilan donc, annuel 2025. Donc, vous avez les 6 blocs sur lesquels ils se sont attachés à faire ce bilan. Je vais juste reprendre les grands titres. Il y a quelques chiffres intéressants. Regardez, donc structuration et animation de l'écosystème entrepreneurial local. Donc là, aujourd'hui, ils sont à plus de 40 startups innovantes. Bon, ils montent doucement. On aimerait bien qu'ils soient plus nombreux. Malgré tout, ils ne sont pas suffisamment, en termes de RH, nombreux pour pouvoir gérer forcément 10 000 startups supplémentaires. Mais bon, ça, c'est un aspect à traiter. Le développement des compétences clés des startups du territoire, avec des camps d'entraînement, ce qu'ils appellent les bootcamps. Il y en a eu un notamment sur la commercialisation et un sur la finance. C'est dans la slide suivante. Des cafés inspirants. Le bloc ouverture du territoire au réseau French Tech nationaux et internationaux, local, national et international. Donc au niveau national, c'est tout le lien avec les autres missions des French Tech. Là, on parle en fait d'un French Tech Summit qu'on souhaiterait organiser donc d'ici au printemps. Lionel, qui est aussi en ligne avec moi, je pense, pourra compléter. Un bloc accompagnement des adhérents à la transition écologique avec l'organisation et la participation donc ouvrière promotionnelle. Un bloc structuration et diffusion de ressources stratégiques pour le territoire, donc avec des panoramas, des chiffres et visions sur l'écosystème. Quelque chose qui est très intéressant, c'est ce qu'ils appellent le guide de l'entrepreneur, donc qui est remis à chacune des entreprises qui le souhaitent avec tout l'écosystème qui est expliqué, et puis surtout orienté vers le bon interlocuteur lorsqu'on souhaite être conseillé, lever des fonds ou avoir un lien avec des clients potentiels. Ou aussi la création d'outils sur le financement et la commercialisation. Et puis, le dernier bloc est le renforcement de l'attractivité et de la visibilité du territoire via LinkedIn. Bon, ça, c'est de la communication pure, hein, donc, il vous donne des statistiques. Plus de 4500 abonnés, plus de 7000 impressions par mois, plus de 200 réactions. Voilà. Alors, après, donc, vous avez le détail des axes structurants. Alors, en proposition pour 2026, on revient sur les 5 axes qui est le rayonnement du Genevois français à travers un événement, je viens de vous en parler, que serait le French Tech Summit, donc qui est d'ampleur régionale. Nous n'avons pas encore, je crois, identifié le lieu, mais voilà, il y a une nécessité et puis un enjeu d'attractivité, d'intérêt de le mettre dans le Genevois français. En 2, observation et analyse de l'écosystème startup du territoire via une étude statistique, ce que nous propose donc en 2026 le French Tech. Améliorer la structuration de nouveaux partenariats et consolider une communauté d'entrepreneurial ancrée sur le Genevois français et valoriser les entreprises et savoir-faire économiques locaux. Bon, ça, en fait, c'est dans la continuité de ce qu'ils font depuis le début. Voilà, c'est cohérent et on continue. Là où on les challenge un peu plus, c'est qu'il s'agit aussi à un moment donné de décider d'évaluer le retour sur investissement, entre guillemets, de nombre d'entreprises qui s'ancrent dans le temps grâce à ces actions, grâce à cette subvention. Puisqu'on ce qu'on veut, c'est que des entreprises, qu'elles ne soient pas juste dans l'animation ou le réseautage pendant 2-3 ans, et puis que finalement, il n'y ait pas d'entreprises qui restent dans la durée ou d'entreprises tout simplement qui partent dans d'autres régions. Donc ça, c'est aussi un outil que je souhaiterais leur proposer de développer les années suivantes. La French Tech, ça fait pas très longtemps qu'on conventionne avec eux, donc ils ont besoin d'un peu plus de recul pour développer cet outil.
Alors, vous avez après, on peut aller dans les slides suivantes. Voilà, là, tous les événements qui sont prévus en 2026, donc ce qu'on appelle la roadmap 2026 prévisionnelle, avec des temps forts qui tournent autour des thématiques que j'ai évoquées précédemment. Donc, Startup Café, vous avez donc des bootcamps, des Startup Café inspirants, voilà. Et puis ce fameux bootcamp, et puis ce Global Summit, qui j'espère se concrétisera, pardon. Alors, y a-t-il des questions déjà? Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation concernant le travail avec la French Tech Alpes? Pas de questions dans la salle et en visio non plus. Donc, Donc, on il peut s'agit peut-être, tu peux d'approuver. nous donner les Oui. suites données, là, ce qu'on Ouais. doit voter aujourd'hui? Alors, on doit monter un versement d'une subvention de 55 000 euros, comme l'année précédente. Donc, à l'association French Tech du Genevois français pour la période de 2026. Et approuver la convention que tu Et viens de... approuver évidemment la convention de partenariat et de financement avec la French Tech du Genevois français portant aussi sur l'année 2026. Très bien. Très bien. Moi, je voudrais me dire que, si vous vous en souvenez, et Aurélie s'en souvient, parce qu'on a beaucoup discuté Oui. en début de mandat, hein, si on y allait ou pas sur la French Tech. Hein, je pense que c'était normal d'avoir des hésitations. Et je pense que sur la French Tech, eh bien, le pôle a joué parfaitement son rôle parce que ce n'est pas un EPCI tout seul qui pouvait rassembler tous les éléments. Là, avec les différents lieux totems hein, qui sont répartis sur le pôle, on a aujourd'hui une vraie valorisation de ces jeunes entreprises qui sont réparties sur l'ensemble de notre territoire et qui sont finalement la richesse économique de ce territoire. Donc voilà, on a fait là aussi, je crois, un bon choix en soutenant la French Tech et je remercie en particulier Aurélie qui a suivi de très près ce dossier. Merci. Puis moi, je remercie Lionel Pelu aussi, qui nous a bien accompagnés sur toutes ces questions économiques. Merci à lui. Et puis évidemment aux membres de la French Tech qui ne sont pas là aujourd'hui, mais ils seront contents d'apprendre cette délibération qui m'a l'air positive. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'on peut valider la délibération qui est affichée? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci. Un dernier point sur l'économie que tu peux peut-être aussi assumer, Oui. Aurélie, concerne les nouveaux incubés dans IDCube, notre incubateur avec Innoval. Voilà, donc on vous rappelle que ça a été créé en 2027, hein, l'incubateur IDCube qui accompagne donc des promotions d'entrepreneurs. Donc l'idée, c'est sur l'axe impact social et ou environnemental. Donc il y a de l'hébergement, du coaching individuel, des temps collectifs proposés par cet incubateur, une mise en réseau, et puis un accès au financement, plateforme initiative, Entreprendre, France Active Savoie-Mont-Blanc, etc. Il y a eu plus de 126 entrepreneurs qui ont été accompagnés en 10 ans, donc cela représente de 200 emplois, ce qui n'est pas rien. Donc pour 2026, hein, pour information, 17 porteurs du projet du Genevois français ont été candidatés, 12 entrepreneurs incubés ont été retenus. Donc ils sont répartis sur l'ensemble du Genevois français. On en a dans l'Ain et dans l'Haute-Savoie. Et puis voilà, on peut se targuer hein, du fait que le nombre d'entrepreneurs a été multiplié par 1,5. Nous vous rappelons les secteurs d'activité retenus, architecture, santé et bien-être, la silver economy, multimédia et numérique, et l'économie circulaire. Voilà. Très bien. Et c'est une information, hein, des questions sur ce dossier. On doit faire prochainement le point avec Innoval d'ailleurs. Hein. Demain. Oui. Voilà. Demain, en fait. Voilà. Merci. Merci Aurélie. On peut passer à la troisième et dernier point concernant le comité syndical dans son ensemble, qui concerne la culture. Et je vais demander à Gabrielle de nous parler du projet culturel de territoire, où on en est. Bonjour à tous, désolé pour le retard.
Donc, on fait un petit point d'étape, effectivement, sur l'évolution du projet culturel de territoire. On rappelle qu'il est porté par 5 partenaires, le pôle, bien entendu, le canton, la ville de Genève, l'association des communes genevoises et puis la DRAC, hein, qui nous soutient et qui nous suit dans ce projet-là depuis un certain nombre de temps. On a déjà lancé un certain nombre de réunions pour poser une vision collective. L'idée et l'ambition, c'est vraiment de renforcer la coopération culturelle qui existe entre nous, la rendre plus lisible et puis surtout la rendre plus pérenne, voilà, qu'on puisse continuer à travailler comme on le fait. Et puis rappeler effectivement qu'il y a un enjeu très fort, et c'est par cette porte d'entrée-là qu'on avait doté le pôle d'une compétence culture, c'est-à-dire la culture comme vecteur d'identité, comme vecteur d'un sentiment d'appartenance et qui permettent effectivement de rendre concret, plus concret encore, la réalité de ce bassin de vie. Donc l'idée autour de ce projet, c'est de se doter d'une feuille de route, d'une politique culturelle à l'échelle transfrontalière d'une certaine façon, et de faire de la culture un levier de cohésion sociale et de transition écologique. On a fait un certain nombre de démarches, on voit que culture et transition, ça fonctionne très bien, et que la culture, c'est souvent, enfin, c'est quelque chose qui permet de porter un certain nombre d'idées et de les faire infuser et de faire adhérer nos populations, quel que soit le côté de la frontière où ils habitent. Donc voilà, il y a eu toute cette phase de préparation, de définition d'objectifs. Et on rentre, après les discussions qui ont eu lieu entre les élus, avec la volonté de co-construire avec les acteurs culturels, qui, c'est vrai, ne nous ont pas attendus pour travailler ensemble à l'échelle transfrontalière, mais vraiment aller vers eux, discuter avec eux de leurs envies, de leurs ambitions et de voir comment est-ce qu'on peut construire ensemble encore plus fortement, encore plus durablement cette politique culturelle qu'on souhaite pour ce bassin de vie du Grand Genève. On peut peut-être passer, je crois qu'il y a une deuxième slide. Voilà, alors ça, c'est juste les étapes à venir, donc les entretiens stratégiques avec les élus, avec les institutions partenaires dont je viens de vous parler. Fin mars se terminera l'enquête de terrain, où on va à la rencontre des usagers et des professionnels du monde de la culture. Fin avril, 4 ateliers territoriaux de co-diagnostic vont se tenir. Et puis, mois de mai, des ateliers entre les partenaires et où on va pouvoir poser les enjeux. Alors, il y a une date qui est importante, celle du 9 juin, où se tiendront les rencontres culturelles du Grand Genève. C'est la France qui accueille cet événement cette année, et ce sera en partenariat avec l'Orchestre des Pays de Savoie, avec on posera les premiers éléments du diagnostic dont je viens de vous parler, et les bases du projet Orchestre des Alpes et du Léman. Au mois de juin, fin juin, atelier élu, et on va aller de toutes les conclusions qu'on aura tirées du diagnostic jusqu'aux premières orientations de cette feuille de route culturelle. Et puis en septembre, on validera ce diagnostic et ses enjeux. Et puis en novembre, on posera une véritable feuille de route pour définir clairement quelles sont les ambitions en matière culturelle. Je voudrais rappeler que ça fait un certain nombre de temps que certains élus passionnés par la question culturelle auraient souhaité que cette thématique soit portée par le GLCT du Grand Genève. Je sais, Christian, que tu as beaucoup transpiré sur cette question-là, mais nous sommes un certain nombre à avoir transpiré aussi, et qu'on n'a pas eu, c'est le moins qu'on puisse dire, l'adhésion d'un certain nombre de partenaires du GLCT. C'est le cas des 2 départements, c'est le cas de la région, c'est le cas de la région Nyon aussi, et qu'on fonctionne un petit peu avec ce petit groupe dont je vous parlais tout à l'heure, avec l'Association des communes genevoises, le canton de Genève, avec la DRAC, avec la ville de Genève, bien entendu, un petit peu tout seul, par opportunité. On a fait beaucoup de choses ensemble, mais on se rend compte, par exemple, que sur l'appel à projet, le fonds culturel qu'on a lancé, c'est quand même très compliqué administrativement de ne pas avoir une structure qui porte clairement le projet. Quand on soutient un lauréat, quand on le subventionne, eh bien, c'est 5 courriers des 5 membres, c'est 5 procédures à chaque fois. Et l'ambition, ça serait peut-être d'aller sur un GLCT culture. Pourquoi pas? Ce sera les conclusions peut-être de tout ce travail, de tout ce diagnostic, dans l'espoir qu'un jour peut-être le GLCT du Grand Genève se ravise et ouvre son champ d'action à d'autres domaines que l'aménagement du territoire et des mobilités. Mais bon, voilà, on chemine avec ceux qui ont envie de cheminer, et il y a une belle dynamique. Donc,
espérons qu'on aura une belle feuille de route à l'automne prochain. Je partage évidemment ces deux éléments, hein, sur la structuration à laquelle il faudra bien aboutir un jour, hein. L'idéal, ce n'est pas de créer un nouveau GLCT, c'est que le GLCT Grand Genève s'empare de ce sujet. Il existe, il fonctionne, etc. Enfin, après, on remet des couches, c'est compliqué. Il n'empêche que il faudrait que les partenaires se disposent. Ce que je veux dire, mais ça rejoint un petit peu le débat de départ là, sur le bilan. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut sentir quelquefois, chez nos partenaires, même des partenaires amis, hein, on peut sentir cette idée que le pôle métropolitain veut leur prendre des compétences. Or, ce n'est absolument pas ça. C'est-à-dire que les compétences culture, elles sont aujourd'hui dans les communes, elles sont dans les EPCI, et elles fonctionnent, et heureusement. Hein. Et on ne va pas chercher, Anne-Mas ne doit pas regarder, donner des conseils à Divonne ou ailleurs. C'est normal, il y a un travail des départements en matière culturelle et de la région qui est tout à fait valable. Nous, ce qu'on apporte, c'est un plus sur le transfrontalier. C'est cet élément-là. Et ce n'est pas donc à la place de, c'est en plus. Et ça, c'est peut-être la chose la plus compliquée qu'on a à faire comprendre à nos partenaires. On ne veut rien pour être familier, on ne veut rien leur piquer, on veut ajouter d'autres choses à travailler avec eux. J'espère qu'ils l'entendront. Des questions sur ce domaine culturel? Pas de questions particulières. On est donc... oui, c'était de l'information, on n'a pas de vote. Donc, on termine la première partie. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on termine la première partie globale du comité syndical, mais encore une fois, tout le monde, y compris la presse, est appelé à rester, hein, ça reste public, puisqu'on passe au collège AOM, où seuls les élus d'Annemasse Agglo et de la CCG votent. Voilà. Mais le reste, on est ensemble et on peut discuter, et puis c'est pas mal de savoir ce qui se passe dans cette AOM. Encore une fois, merci à tous pour le travail que l'on a pu faire en commun. Merci pour votre présence régulière aux uns et aux autres, hein, dans ces instances du pôle métropolitain. Et j'ai envie de dire, la suite, on verra. Il y a de nouveaux élus, on verra comment ça se passe. Mais on a tous envie, et je crois que je traduis l'avis général, de souhaiter bon vent au pôle métropolitain et qu'il trouve sa place, j'allais dire, de croisière dans son développement. Encore une fois, merci à ceux qui vont nous quitter. Oui, Christian, c'est Patrice Dunant. Là, 2 petites secondes, je voulais simplement, parce que moi je vais vous quitter du coup. Donc, je voulais m'associer aux remerciements, bien sûr, qui ont été adressés à tous, hein, parce que c'est vrai que c'est un mandat riche et je crois qu'il y a eu beaucoup de choses positives. Voilà, et je voulais aussi en profiter pour remercier vraiment Frédéric Bessa puis tout le personnel du pôle, hein, avec qui je crois tout le monde travaille en bonne intelligence et avec beaucoup de plaisir. Donc, je voulais aussi les remercier au nom de Pays Jacques Agglo. Merci. J'aurais voulu, je m'associe à ces remerciements au nom de Terval Soro de l'Interco. Très bien. Oui, Jean-Claude Terrier, pour moi-même et Christophe Arminjon, même disposition d'esprit. Très bien. Eh bien, écoutez, au nom de toute l'équipe, je vous remercie également pour le travail. C'est une chance pour nous de pouvoir travailler avec des élus qui ont confiance en nous et qui nous poussent à agir et qui sont convaincus des projets développés et portés. Et donc, c'est extrêmement motivant, je pense, pour toutes les équipes qui sont effectivement l'équipe qui est très impliquée et très investie sur l'ensemble des projets. Donc, je vous retourne également les remerciements et puis salue vos marques d'attention dans cette dernière séance du mandat. Mais en tout cas, je pense qu'on a pris et on prend beaucoup de plaisir à travailler avec vous sur des sujets riches, complexes, mais passionnants. Donc, vraiment, on est très, très motivés, très impliqués à vos côtés. Merci à vous. Merci, Ambert. Beaucoup de merci. Hein. Mais ils étaient tous mérités. C'était important. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole, là? Non. Je vais donc
pour l'AOM. Et puis, évidemment, les techniciens et les élus qui sont ici vont pouvoir intervenir et compléter. Le premier point concernant le... Alors, il faut que je désigne un secrétaire de séance, un nouveau secrétaire de séance. Qui est-ce qui... C'est Pauline qui sera secrétaire. Pauline, Oui. merci. Merci, Pauline. Merci pour prendre ce secrétariat. Et on passe à l'avenant qui concerne le contrat de concession du service public service de mobilité avec TP2A sur le périmètre d'Annemasse Aglo. Peut-être que c'est Pauline qui va nous le présenter. Oui, normalement, c'est moi qui présente effectivement cet avenant numéro 4 qui vient effectivement parce qu'on a été obligé d'adapter l'offre de transport pour l'année 2025 et 2026 et mettre à jour toutes les recettes qui sont liées à tous ces changements dans l'offre. Et donc, c'est pour ça que depuis l'avenant numéro 3, il nous fallait négocier avec TP2A pour aller vers l'ensemble de cette répartition des objectifs. Alors, les négociations se sont relativement bien passées, puisqu'au final, on a gagné 400 000 € dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a 389 000 € de moins en charge du fait du décalage du choc de démarrage du tram. Et donc, de ce fait-là, ça décale pas mal l'ensemble des charges qu'on devait porter. Et puis, il y a eu 150 000 €, pardon, 15 000 € en plus de recettes grâce à un challenge qu'on a eu avec TP2A pour rendre plus d'efficacité dans la fréquentation. Et puis, donc, en fait, les points principaux de cet avenant, c'est qu'il y a eu une révision très importante de l'offre en septembre 2025, notamment pour mettre en place la nouvelle ligne 4 étendue jusqu'à Saint-Julien, et puis l'adaptation des lignes Tango 3 et 8, et notamment aussi la ligne 7, parce qu'en fait, avec l'ouverture des nouveaux collèges, il fallait réadapter un certain nombre de lignes et mettre en place la nouvelle offre scolaire. On est passé de 4 à 7 lignes scolaires. Du fait de ces 2 nouveaux collèges pourra permettre à tous les collégiens d'aller dans leur nouveau lycée, enfin dans leur nouveau collège, et puis tout en gardant certaines lignes d'anciens collégiens qui allaient encore à l'ancien collège. Enfin, c'était un petit peu compliqué à organiser. En novembre 2025, on a été obligé de recorriger aussi des insuffisances qui avaient été identifiées lors de l'offre de l'offre de septembre. Et du coup, en janvier 2026, il y a eu tout un ajustement qui a été fait pour permettre de mieux répondre à l'ensemble des modifications qu'il y avait eu sur les lignes du fait de l'ouverture de ces 2 collèges. À la marge, il fallait mettre aussi à jour par rapport aux conséquences sur le fait que le PPI sur l'achat des bus électriques allait changer également. Je rappelle qu'on doit acheter 18 nouveaux bus. Et avec le décalage des livraisons des véhicules neufs en 2027, ce qui voulait dire que pour la répartition des véhicules sur les lignes actuelles, il fallait aussi essayer de s'adapter au fait qu'on n'allait pas changer tout de suite tous les bus. Et puis, le troisième point, c'est qu'on a dû adapter le service, le libre-service, avec une baisse des recettes et une augmentation des coûts du fait du décalage du VLS Grand Genève. Mais en tout cas, dans l'ensemble, le VLS à Annemasse fonctionne assez bien. Il y a une hausse de fréquentation au fur et à mesure que les saisons passent. Et puis, les ajustements significatifs en janvier 2026 ont porté sur la régularité, les temps de parcours et les problèmes de surcharge qu'il y avait sur plusieurs lignes. Et on rappelle également quand on a augmenté le VM, on avait couplé ça à une offre PAC employeur à l'ensemble des employeurs, des entreprises sur Annemasse Aglo. Et donc, du coup, il y a toute une évolution de la TAC Pro par rapport à ce PAC. Donc voilà un petit peu, je ne vais pas repartir sur l'ensemble du tableau comparatif de l'avenant 3 et de l'avenant 4 parce qu'il y a un certain nombre d'objets qui ont été négociés ligne par ligne avec TP2A. Mais donc, juste revenir sur le fait que comme impact pour les usagers, c'est qu'il y a eu une meilleure desserte sur l'ensemble du territoire avec des nouvelles correspondances, une offre renforcée pour les scolaires, création de 3 nouvelles lignes scolaires vers le Collège des Justes et des nouveaux arrêts
sur la ligne 5, 7 et 8 pour le collège de la Géline, des horaires qui ont été ajustés pour coller aux heures de rentrée et de sortie des élèves, des temps de parcours plus réalistes et une meilleure lisibilité sur le réseau, sur les lignes scolaires. Par contre, il faut savoir qu'on doit déjà commencer à penser à un avenant numéro 5 par rapport justement au fait qu'il faudra ajuster à nouveau l'ensemble de toutes ces offres et de l'évolution qu'il y a pour la rentrée 2026. En résumé, j'ai tout le détail, hein, mais je ne pense pas que ça vous intéresse. Très bien. Est-ce que vous avez des compléments à demander Laurent, tu veux le faire? à Pauline sur ce… J'ai une question. Christian Bicher. Oui, Christian. C'est juste une remarque que j'ai du côté des TPG. La nouvelle ligne 4, d'un point de vue usager, il faut qu'on fasse attention à la communication de façon à ce que les outils de smartphones et autres, les horaires sur Internet soient à jour. Et comme on est dans la région transfrontalière, évidemment, ce qu'on fait en France uniquement, c'est nous qui le faisons, bien sûr, on doit le communiquer, enfin essayer de bien le communiquer de façon à ce que ça puisse être répertorié sur toutes les informations générales sur la mobilité. Oui, Christian, effectivement. Alors, j'avoue que j'ai un de mes collègues au travail qui est usager de cette ligne. Donc, il m'avait fait tout de suite le retour en me disant, c'est super cette ligne, mais par contre, je ne sais pas comment j'arrive à accéder aux horaires avec mes applications traditionnelles. Et du coup, on en a discuté lors d'une réunion avec les services et il semblerait qu'il y ait un décalage entre le moment où on a mis en place les horaires et les moments où il faut communiquer au TPG et du coup, il n'y a pas toujours la même synchronisation et donc du coup, effectivement, c'est quelque chose qui a à travailler pour que ça soit bien synchronisé, mais au fur et à mesure où on va évoluer les différentes, je pense que ça va s'arranger. Mais effectivement, c'est quelque chose. Il faut que ça s'arrange parce qu'effectivement, avoir une ligne et puis que la moitié des usagers ne puissent pas savoir à quels horaires on le prend, c'est problématique. Mais d'après ce que j'ai compris, je regarde les services. Hein, moi, on m'avait dit qu'il y avait une question de synchronisation entre les périodes où on pouvait transmettre les horaires et les moments où les horaires. Mais je pense que vu qu'on c'est justement un avenant avec TP2A, c'est justement une mission qu'on doit un peu insister avec TP2A. Ils sont bien placés pour être en bonne collaboration avec les TPG. Oui, mais c'est vraiment une question de synchronisation des moments où. C'est une question technique, tout à fait. Très bien. Est-ce qu'il y a, s'il n'y a pas d'autres interventions, est-ce qu'on peut voter cet avenant? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci. Julien, je te passe la parole pour le point suivant qui concerne la nouvelle tranche de tarification pour le transport scolaire. Oui, merci Christian. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, le nombre de frontaliers a augmenté. Donc, il y a une grande disparité de revenus sur le territoire de la communauté de communes du Genevois. Et on avait donc 4 tranches qui étaient existantes en fonction du quotient familial, avec des différents coûts pour les familles. Et on a donc décidé, suite à un échange en bureau, de rajouter une tranche pour les plus hauts revenus. Et donc, on crée une tranche pour le quotient familial par mois supérieur à 5 001 €. L'abonnement annuel va passer donc, pour la rentrée de septembre 2026-27 à 349 €. Pour rappel, le coût par enfant que coûte à la collectivité, on est quasiment à 1 000 € par enfant transporté. Donc, la collectivité clairement, on continue de faire les efforts nécessaires. En revanche, on demande un effort supplémentaire aux familles les plus aisées. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Patrick. Que scolaire, tout à fait. C'est pour ça qu'on n'est pas sur la même chose. Exactement. C'est vraiment propre à la communauté de communes genevoise sur cette partie transport scolaire. Très bien. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci. On passe au point 4, qui est la convention de partenariat et de financement avec Blablacar Delhi.
Alors, Tu veux y aller? convention quadripartite, puisque avec Blablacar Daily, ATMB aussi. l'ATMB et le SM4CC, ce qui est un peu le changement par rapport aux années précédentes, parce que sinon les enveloppes étaient similaires. On voit juste sur le premier, enfin le coût est de 110 000 euros et pas de 151 000 euros comme l'année dernière, parce que justement est déduite la part du SM4CC. Mais sinon, on était bien des montants constants. Et donc là, l'incitation financière versée aux covoitureurs pour le premier semestre, on a une convention de 29 526 euros. Pour rappel, il faut que le trajet fasse minimum 5 km, donc que ce soit au point de départ ou d'arrivée, situé sur le territoire du pôle ou du SM4CC. Voilà, pour encore un autre petit rappel, le coût moyen est de 1,65 € pour une distance de 30 km. Le coût pour nous, le pôle métropolitain. Donc, sur le slide suivant, on le voit, les différentes contributions, puisqu'il y a entre le point de départ franco-français, mais si aussi on arrivait côté suisse. Donc, on a des différentes tarifications qu'on voit bien sur le slide présenté. Voilà, avec des plafonds pour pas qu'il y ait des effets d'aubaine et que certains conducteurs qu'il y ait des abus. Donc, on a mis des plafonds pour éviter les excès, les abus. On peut insister sur le fait que cette incitation financière, hein, certes, elle coûte, mais elle rapporte, efficace. voilà, Elle rapporte au bout du compte, elle rapporte au bout du beaucoup. compte, on avait reçu l'année dernière un prix Blablacar, puisqu'on était les meilleurs, si je puis dire, en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ce qui montre que oui, c'est un coût financier pour les collectivités, mais le résultat est là. Donc, on peut s'en réjouir et on fait des points vraiment chaque année pour voir après si on fera évoluer les incitations financières. Mais pour l'instant, il y a un tel progrès qu'on continue cette dynamique, qui est très positive. Donc, si je suis bien, on a là la convention de partenariat à valider. Oui. Voilà. Et puis ensuite, on va passer les indemnités de covoiturage dans l'élément. Alors, Oui. est-ce qu'il y a des interventions sur ce covoiturage avec ATMB? On est, c'est une petite parenthèse que je fais, hein. Si, vous voyez, avec le SM4CC, c'est son choix, je respecte, hein. Mais le fait, on est obligé chaque fois, comme disons, vous de garder la compétence et pas intervenir sur l'ensemble, chaque fois, on est obligé de passer une convention pour ne pas les laisser sur le bord de la route. C'est une des thématiques qu'il faudra bien regarder un jour. Pour l'instant, je vous propose de voter cette convention de partenariat. Pas de vote contre ni d'abstention. Merci. Et on passe à la convention de versement des indemnités pour éléments. Voilà. Alors, un petit rappel. Christelle n'est pas parmi nous. Oui, c'est là en revanche. Voilà. Donc, Christelle n'est pas parmi nous. Donc, je te laisse continuer. Alors oui, tout à fait. Donc, un petit bilan par rapport à l'année écoulée. Depuis oui, l'année dernière, on a eu 700 inscrits supplémentaires, soit 9 139. Donc, c'est vraiment une progression énorme. On a vu un développement de l'offre sur le territoire. On le voit sur le plan, tous les différents arrêts. Il y a eu un développement important en 2025, mais les résultats sont là, puisqu'on voit que le nombre d'inscrits a vraiment explosé. Et donc, inscrits, c'est une chose, mais le nombre d'usagers et de trajets réellement covoiturés a augmenté très fortement, et de plus de 30% par rapport à la période de l'année dernière. Donc, idem, ce sont des incitations. Il y a un coût financier pour les collectivités, mais on voit les résultats et la réussite. Et avec les évolutions qu'il y a eu sur l'année, on va le voir sur le slide suivant, puisqu'aussi on peut aller maintenant en direction à des nouveaux arrêts côté suisse. Sauf que les financements là sont pris en charge par Modus, la fondation Modus. Donc, ça n'a pas d'impact pour nous, sur cette partie avec ces développements d'arrêt à la Ziplo et à la Zimesa. En revanche, à nouveau, ça incite à covoiturer. Et donc, on a vraiment une offre qui s'est totalement améliorée et davantage d'usagers. Pour le budget, parce qu'il faut parler un petit peu d'argent à un moment, on met un budget maximal, on a des plafonds, mais on le porte pour cette année du fait du dynamisme à 36 000 euros. Pour rappel, donc les conducteurs en heure de pointe sont indemnisés à 50 centimes et si le passager est effectivement transporté, le conducteur perçoit 75 centimes et 1,50 €.
en fonction de la distance parcourue. Est-ce qu'il y Très a bien. des questions? Donc, il s'agit de valider là. Voilà, alors, le budget maximal, c'est bien maximal de 36 000 euros En pour sach- l'année 2026. En sachant que là, notre partenaire, c'est ECOV. Hein. Voilà, la société voilà, qui gère tout ce qui est les applications, etc., c'est la société ECOV, effectivement, qui est notre interlocuteur. Des questions particulières? Non? On peut valider? Pas de vote contre ni d'abstention. On passe au point 6 de la mobilité, qui est un point important, puisqu'il s'agit d'adhérer, que le pôle métropolitain adhère au nouveau GLCT VLS, Vélo Libre Service, et qu'on approuve les statuts, la convention de coopération, et qu'on désigne nos représentants, même si ce sera pour très peu de temps. Il faudra les redésigner bientôt, mais c'est pour ne pas perdre de temps. Moi, je veux dire que c'est une avancée très importante. C'est la première fois qu'on est en train de travailler sur un vélo libre-service des deux côtés d'une frontière. Ça existe avec son vélo, y compris à Strasbourg. Vous pouvez prendre un vélo libre-service, vous allez à Kiel, mais vous revenez avec le vélo pour le remettre à Strasbourg. Tandis que là, on est sur une utilisation où vous prenez votre vélo libre-service sur l'ensemble du territoire du pôle métropolitain, ou plus exactement des collectivités qui sont partenaires. Vous le déposez, vous retrouvez un vélo. Voilà, c'est sur un élément qui, à ma connaissance et à la connaissance de la mode, puisque on suit aussi ce projet, n'existe pas ailleurs sous aucune autre frontière. Donc, on intègre encore plus, et pour la première fois, on le fait sur un mode doux, sur le vélo, on intègre encore plus les mobilités sur notre territoire. Je voudrais saluer la volonté du canton de Genève, hein, qui a porté avec le pôle, là, évidemment, mais il y avait une vraie volonté politique pour y aller. De leur côté, il ne faut pas croire que ça a été facile, ça n'a pas toujours été facile. Ils ont même perdu un partenaire en cours de route, le district de Nyon. Voilà, c'est un élément. Et quant à nous, on est resté avec l'AOM Pôle Métropolitain, donc Annemasse Agglo, CCG, Pays-de-Gex Agglo, Thonon Agglo, Terre-Val-Seuron de l'Interco. Donc, on a déjà une situation la plus large possible. Les autres partenaires, notamment le SM4CC, n'a pas souhaité s'associer pour l'instant. Voilà, je ne fais pas de commentaire. Je pense qu'on a pris la décision ensemble d'avancer malgré le temps électoral. C'est-à-dire c'est une création administrative, et donc il fallait créer un GLCT, puisque ce GLCT, c'est lui qui va porter le marché que l'on va lancer pour obtenir, savoir qui va réaliser cette structure. Forcément, c'est cette fois un GLCT de droit français, donc c'est pour ça qu'il est institué, son siège est à Annemasse. Et ce GLCT de droit français, il faut d'abord le créer, et en le créant, on a la structure claire. J'en profite pour dire qu'on a pris tous les contacts avec les autorités de l'État, notamment avec la sous-préfète, les sous-préfets, avec la préfète de Haute-Savoie et avec la préfète de la région, puisque c'est à ce niveau-là que ça se décide. Et les autorités de l'État ont apporté leur soutien et joué un rôle facilitateur, je tiens à le dire parce que ce n'est pas toujours le cas, un rôle facilitateur dans la mise en place de ce GLCT. Et je trouve que c'est quand même un élément extrêmement important à souligner. Donc, il y a eu déjà quelques délibérations. Hein. Le 4 février, Pays-de-Gex Agglo a délibéré. Le 26 février, Terre-Val-Seuron ce soir. Ah oui, c'est ce soir, oui. C'est ce soir, Terre-Val-Seuron, Interco. Ce soir aussi, enfin aujourd'hui, c'est nous, le pôle. Et puis, Thonon Agglo doit délibérer le 3 mars. Donc,
toutes les collectivités françaises auront délibéré avant les élections, de manière à ce que ce GLCT puisse être installé rapidement après, prévoit en juin l'installation du GLCT, parce que vous savez, il faut un arrêté préfectoral, etc. Enfin, il y a toute une démarche qui est mise en place. Et puis, à partir de là, bien, pendant l'été, on finalise le dossier de consultation. Les candidatures et les offres sont étudiées pendant le mois d'août. Et l'idée est de signer un contrat pour une mise en place qui pourrait être en août 2027. Quand même, il faut un peu de temps pour mettre tout ça en place. Mais on est allé, en fait, il faut un peu de temps, mais on est allé très vite pour un dossier unique, encore une fois, et qui, je l'espère, arrivera au bout. Ça n'arrive pas encore au bout, hein, parce qu'il faut qu'on ait des candidats, etc. Mais la volonté est là. Donc, vous avez ces éléments. Comme Julien, tu as suivi avec moi le dossier, je vais peut-être vous dire des choses dans la présentation. Non, tu étais là à toutes les réunions, donc tu as été très complet. Oui, donc rappelle juste, donc 5 voix pour la partie française, 2 pour le pôle métropolitain, comme ça on pourra avoir un élu d'Annemasse-Aglo et un de la communauté de communes du Genevois, un de Pays de Gex-Aglo, un de Thonon et un de Val-Serone, Interco. Pour le reste, voilà, tu l'as dit, on va désigner des membres juste après, mais qui seront et qu'il faudra renommer suite aux futures élections. Mais pour qu'on puisse avancer, comme tu le disais, ce qui était une volonté et pas perdre des mois, parce qu'à chaque fois, on voit comme les projets peuvent être longs, alors que là, on a été très rapide, tu l'as dit à juste titre, et il y a eu vraiment une volonté commune globale, et le canton, merci à M. Maudet, qui a vraiment été moteur également. Nous, on a été très réceptifs aussi, mais il y avait vraiment une volonté des deux côtés de la frontière, donc on a dit on continue, on avance. Et financièrement, pour être tout à fait complet, les frais de structure, parce que on va le faire que ce soit le minimum possible, mais il y aura quelques frais de structure, seront financés proportionnellement au nombre d'habitats, un calcul entre habitat et emploi. Voilà, habitat et emploi sur le territoire, voilà, de manière à faire que Genève paye particulièrement sa part. Puisqu'il y a des habitants de chez nous qui travaillent là-bas, vous le savez bien. Donc, c'est un travail intéressant d'avoir les deux critères habitants et emploi pour définir la proportion des frais de structure. Et pour les frais d'exploitation, on ne les connaît pas aujourd'hui, hein, ça va être la réponse à la demande. Ils seront faits non pas en fonction du nombre d'habitants ou d'emplois, mais en fonction du nombre de vélos pris en charge par chacune des collectivités que Julien a citées il y a un instant, en sachant que Genève a une part très, très majoritaire, puisqu'ils sont déjà à plus de 2000, hein, en tous ces 2000 vélos. Et nous, on est, enfin, la partie française à 500, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, pour l'instant, les déficits seront essentiellement payés par Genève, mais on est là pour développer tout ça. Voilà les éléments. Oui, Patrick? Non. Merci. Du coup, ça va se substituer à la solution qu'on a aujourd'hui avec Fredo, j'imagine. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir un réseau interne franco-français. Pas seulement en direction de la Suisse, évidemment. Le vélo, il va bien où il veut. On va où on va, où on veut. J'ai bien compris. Il faut savoir pédaler, ouais, effectivement. Pédaler, c'est ça. Mais je ne reviendrai pas avec Einstein non plus. Donc, effectivement, le projet, pour moi, sur habitant-emploi, ça n'a rien à voir avec les frontaliers, sur le fonctionnement, sur le financement. Quelque part, si, puisqu'on parle des emplois, les habitants, du nombre d'emplois à Genève. D'accord, donc nombre de frontaliers et habitants. Voilà. C'est une double clé de répartition. Double clé de répartition. Oui. D'accord. Okay, ce qui fait le canton de Genève payera davantage. Oui, non, évidemment, j'ai bien compris. Oui. On paiera au prorata de nos frontaliers en zone bleue. Voilà. On a compris. Je ne sais pas moi qui l'ai dit, hein, mais je l'ai entendu, effectivement. Et puis ensuite, derrière, on aura effectivement la partie qui est proportionnelle au nombre de vélos. OK. Merci. Très bien. D'autres questions?
Donc, je vous propose d'approuver la convention de coopération relative à ce réseau, à ce futur réseau, d'approuver la création du GLCT-VLS et sa mise en place, d'approuver l'adhésion du pôle à ce GLCT, de préciser qu'on transfère aux autorités, évidemment, et que le président a l'autorisation de signer. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. C'est encore une fois, voilà, on parlait de bilan tout à l'heure, voilà, un pas très, très important pour la suite. Et on a à désigner des représentants. Alors, je ne sais même pas s'ils vont siéger une fois. Logiquement, non. On est obligé de le faire pour ne pas retarder l'arrêté préfectoral de création du GLCT. Très bien. Donc, on va proposer Voilà, deux titulaires. C'est vraiment très théorique. Hein, ça. Voilà. Donc, pour la partie communauté de communes du Genevois en titulaire, on propose donc Florent Benoît et moi en suppléant. Voilà. Et pour Anne Massaglo, moi en titulaire et Pauline en suppléant. Voilà. C'est simplement très théorique. Encore une fois, oui. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Parce qu'il faut quand même poser la question. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? S'il n'y a pas d'autres candidats, est-ce qu'on peut valider cette représentation éphémère au GLCT? Merci. Pas d'opposition. Merci beaucoup à tous. Voilà donc le 13h45. Parfait. On est parfait. Ça me permet de dire un petit mot avant de voir l'agenda, en sachant qu'on a une CAO maintenant après, qui, elle, n'est pas publique, bien sûr. Je voudrais dire, parce que je viens de l'apprendre, donc je le dis, je viens d'apprendre que Julien ne sera plus élu dans le mandat prochain, parce qu'il n'est pas candidat, donc c'est difficile qu'il soit élu. Mais je voudrais dire le saluer le travail qu'on a fait depuis qu'on est en AOM avec Julien. Hein, le remercier aussi de l'engagement qu'il a eu pour la création de cette AOM, l'effort de conviction qu'il a fait quelquefois, et c'est normal avec ses collègues de la CCG, et le fait qu'on a montré une nouvelle fois qu'on était, quand on se respecte et qu'on respecte les objectifs des uns et des autres, on était capable de travailler ensemble. Et je pense que les bienfaits de l'AOM ne sont pas encore tous connus. On va en avoir d'autres, y compris dans l'avenir des effets financiers importants, notamment quand on rediscutera la délégation de services publics à une échelle plus grande. Et je pense qu'il y aura des économies qui seront faites, notamment sur la CCG. Hein. C'est évident et importante. Donc, on sera tous bénéficiaires et tu pourras dire que tu as mis ta pierre et que cette pierre était importante. Merci. Merci beaucoup, Julien, Christian. Merci à toutes et tous. C'est une pause, je dirais. Je reviendrai dans quelques années. Mais voilà, pause pour ce futur mandat. En tout cas, effectivement, depuis 6 ans, on a vraiment travaillé sur l'AOM. On a avancé, reculé. Il y a eu énormément de réunions. Mais la volonté était là. On peut avoir des divergences politiques, mais comme tu le disais, on a vraiment travaillé pour notre territoire et on a fait une très belle étape. On a amené, on lisait tout à l'heure les commentaires de l'action, enfin de la parole à vraiment l'action. On a amené du concret et on le verra davantage encore dans le mandat prochain. Donc, merci à tous les collègues élus, merci aux services pour tout le travail effectué. Quand on fait le bilan d'où on est parti en 2020 et d'où on arrive, on voit qu'il y a eu du très bon travail et qui va être forcément continué pour la suite parce que c'est vraiment dans l'intérêt du territoire et pourquoi pas être rejoint par d'autres PCI par la suite. Ce sont les étapes d'après, ce sont les futurs élus qui le décideront. Mais merci à toutes et tous. Merci à toi. Merci. Je voudrais aussi féliciter Julien. Je peux témoigner de l'effort et de l'engagement qu'il a eu, en particulier dans de très nombreuses réunions du côté suisse où je le rencontrais très souvent. Et vraiment, le résultat est remarquable. C'est à eux-mêmes et plein d'avenir et d'espoir. Merci, Christian. Merci à toi. On termine par le calendrier. Alors, il y a un comité syndical, mais le dernier, c'est un comité syndical AOM uniquement, qui se réunira le jeudi 5 mars. C'est pour ça qu'on a considéré que c'était le dernier globalement, hein, puisqu'il aura à l'ordre du jour notamment le plan de déplacement
du résultat du rapport. Voilà. Donc, ce sera le 5 mars à 9h30 à Annemasse Agglo. Et on a un bureau. Et on a un bureau le 6 mars pour les affaires courantes, on va dire. Hein, voilà, il faut il y a quelques petites choses qu'il faut que l'on... La CAO qu'on va voir tout à l'heure, notamment. Et notamment les résultats de la CAO qu'on va faire dans un instant. Donc vendredi 6 mars à midi et à... Où ça? Où ça? À voir. Je crois que c'était la communauté de communes du Genevois. À la CCG. D'accord. Voilà, merci à tous pour votre participation à cette réunion du comité syndical et du comité syndical AOM. Et puis, voilà, bon vent au pôle métropolitain.